Bonsoir à tous, jeudi 12 juillet, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Tout de suite, les titres de cette dernière édition de la saison. Il ne digère pas la fin d'Autolib. Une vingtaine de maires de communes de banlieue va déposer un recours devant le tribunal administratif. Ces élus, menés par l'édile du Chesnay, Philippe Briot, contestent l'arrêt définitif du service programmé le 31 juillet. Explication dans ce journal. J-2 avant la fête nationale et son traditionnel défilé sur les Champs-Élysées. Cet événement se prépare dans les Yvelines sur la base de Satory à Versailles. Nous avons suivi les répétitions. Et puis, il excelle dans la préparation de ce plat typique italien. Sébastien Sidol s'est classé 6e au championnat du monde de pizza. C'était en juin dernier à Naples, dans le berceau de cette spécialité. L'Yvelinois qui officie à Garancières est notre invité. Nous avons appris sa mort aujourd'hui des suites d'une longue maladie. Le poète et essayiste yvelinois Jean Desper s'est éteint lundi à l'âge de 97 ans. Lauréat de l'Académie française, auteur de nombreux recueils. On lui doit notamment le nom du département des Yvelines. Il avait soufflé l'idée au premier président du Conseil général au moment de la création de la collectivité en 1968. Ce nom faisant référence à la forêt des Yvelines qui ceinturait autrefois Paris. Jean Desper sera inhumé mardi prochain au cimetière de Guyancourt. Une vingtaine de communes de banlieue a décidé de saisir la justice menée par le maire du Chesnay, Philippe Briot. Ces villes vont déposer un recours devant le tribunal administratif, un recours pour s'opposer à la fin d'Autolib. La fin du service est prévue le 31 juillet. Ces élus dénoncent notamment un manque de concertation et une décision brutale imposée par la mairie de Paris. Ils refusent également de payer une partie de la dette du service d'autopartage. Les précisions de Nicolas Kirillovitz. Leurs batteries à eux sont pleines et promettent de ne rien lâcher. Les maires de banlieue s'attaquent à la mairie de Paris. Réunis au sein d'un collectif, ils vont saisir la justice pour s'opposer à la résiliation du contrat Autolib avec le groupe Bolloré. Pour eux et leur porte-voix, le maire du Chesnay, la décision validée par les élus du syndicat mixte s'est faite sans véritable concertation. Pas d'information, pas de communication, pas de participation, en huis clos. Et puis pas de documents avant, tout en précipitation et comme par hasard en plein été. Donc je rassure nos administrés, nous sommes là pour défendre leurs intérêts bien évidemment financiers. Nous serons là cet été. Plusieurs recours seront déposés devant le tribunal administratif. L'objectif des élus, empêcher l'arrêt du service le 31 juillet prochain. Principale visée par ces recours, la maire de Paris et la présidente du syndicat Autolib. Tout ceci est un fiasco, non pas du syndicat, mais de l'actionnaire majoritaire de la ville de Paris, car il y a également ce problème de gouvernance. Est-ce que c'est Madame Hidalgo qui préside le syndicat ou est-ce que c'est la présidente actuelle ? La fin du contrat avec le groupe Bolloré a été décidée après les annonces autour de la dette d'Autolib, estimée à près de 300 millions d'euros en 2023. PSA et Renault pourraient prendre la suite du marché de l'autopartage francilien. Fin mai, plus de 150 000 personnes étaient abonnées au Blue Car. Une quinzaine de personnes mobilisées hier devant le rectorat à Versailles. Parents d'élèves, professeurs et lycéens sont venus manifester contre Parcoursup. Une mobilisation à l'appel de FO pour demander l'abandon de ce système. Dans le viseur, le bilan pour eux négatif de la plateforme. Pour trouver une formation dans le supérieur, environ 133 000 jeunes de terminale sont encore dans l'attente d'une réponse d'orientation. Propos recueillis par Carla Vigeant et Mickaël Elmidoro. Nombre de lycéens encore sont sans affectation à la date d'aujourd'hui, donc à la date du 11 juillet, ce qui n'est pas une situation acceptable pour nous. Nous demandons à être reçus par monsieur le recteur, par le cabinet de monsieur le recteur, afin de pouvoir porter les dossiers, poser des questions et avoir des réponses également sur la situation précise dans notre département, les Yvelines, et au niveau de l'Académie de Versailles également. Une délégation a bien été reçue hier au rectorat. Elle n'a pas eu, selon ses représentants, obtenu de réponse satisfaisante de la part de la direction académique. Il rassemble plus de 4000 hommes et femmes militaires sur l'avenue des Champs-Élysées. Le traditionnel défilé du 14 juillet, c'est dans 2 jours. Un événement, vous l'imaginez bien, millimétré qui nécessite de nombreuses répétitions. Les troupes à pied s'entraînent depuis le début de la semaine dans les Yvelines sur le camp de Satory. Aurélie Ronze les a suivis. Armée de terre, de l'air, marine ou encore gendarmerie, depuis le début de la semaine à Satory, tout le monde marche au pas.
Les répétitions pour le défilé du 14 juillet s'enchaînent sur le site militaire yvelinois qui présente quasiment les mêmes caractéristiques techniques que les Champs-Élysées. Dans les rangs, cette année, un régiment habitué, le SPAI, basé à Valence et qui revient tout juste du Mali. Il y a toujours des petites choses qui vont pas sur les premières répétitions, et puis au fur et à mesure des entraînements, individuellement puis collectivement on s'améliore pour finalement donner une impression d'ensemble qui soit la plus belle possible. Silence et sérieux sont de rigueur lorsque le général passe les troupes en revue. Depuis lundi, les 4290 militaires qui descendront à pied la plus belle avenue du monde répètent cet exercice 4 fois par jour. Je vous le dis, vous vous rassemblez, vous vous taisez. Malgré cette préparation très minutieuse, le sentiment de fierté l'emporte. Le capitaine Amélie, originaire des Yvelines, défilera dimanche avec ses hommes avant de rejoindre dans quelques jours l'Institut des hautes études de défense nationale. Véritable honneur de pouvoir défiler à la tête donc, de certains de mes personnels, on pourrait dire donc de mon unité, pour terminer un petit peu, comme on dirait, avec panache ce temps de commandement. Pour certains, ce défilé 2018 sera une première et prendra même des airs de réunion de famille. Un père et son fils, tous deux affectés à la base aérienne 107 de Vélizy-Villacoublay, défileront ensemble le 14 juillet. C'est toujours une fierté de représenter son pays et puis son armée. Et je suis vraiment content d'être là. Moi, c'est la deuxième fois sur les Champs-Élysées. Bon, c'est vrai que c'est vraiment un plaisir de défiler avec mon fils. Je pense que la formation qu'il a pu suivre sur la base, il a apporté le maximum d'informations. Et je pense qu'il se tient bien et il défile bien. Thème du défilé cette année, fraternité d'armes sous l'uniforme, l'engagement d'une vie. Un engagement visible le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Et tous ceux qui se présenteront à grands coups de sable les émenderont. Les vacances d'été ont démarré depuis quasi une semaine, une période de chaleur où les moments de fraîcheur sont les bienvenus. À Villepreux, la piscine municipale a rouvert depuis le 26 juin. Chaque année, l'équipement saisonnier est en service de fin juin à début septembre. Sur place, 2 bassins, un grand et un d'initiation, un espace gazonné avec transat et parasol, capacité maximum de 300 personnes, un site qu'il faut bien sûr entretenir avant sa réouverture. Écoutez ces explications au micro de Patrick Jacques de Dixmude. On essaye de faire des travaux un petit peu tous les ans parce que c'est vrai qu'il y a quand même, pour une piscine, c'est quand même un coût. Et donc ça nous coûte à peu près à l'année 130 à 150 000 euros, sachant qu'on rentre alors en fonction des saisons entre 20 et 40 000 euros de recettes sur la saison. L'entrée de 5 €, tarif réduit pour les Villepreusiens. Des animations se tiendront sur place tout l'été. Une idée de lecture à présent pour vos vacances, d'ailleurs peut-être sur un transat. Une cinquantinoise, Laetitia Faubert, vous propose de plonger dans les aventures fantastiques d'un adolescent de 11 ans. Son nom, Wes Ferry. 2 ouvrages sont déjà sortis et le 3e tome est attendu pour 2019. Aurélie Ronze et Carla Vigeant ont rencontré l'auteur. J'ai vécu toute ma scolarité ici, que ça soit à Magny ou à Montigny au lycée d'Émilie de Breteuil. Et puis je travaille toujours à Saint-Quentin et j'ai toute ma famille et mes amis qui sont à Saint-Quentin aussi. J'étais vraiment pas très écriture quand j'étais au collège. D'ailleurs, si jamais mes profs me reconnaissent, ils vont dire on l'aurait jamais vu écrire celle-là. Donc voilà, parce que j'étais vraiment pas douée. C'est venu en fait d'un seul coup. Mes enfants qui m'ont dit maman, est-ce que tu peux écrire une histoire? Voilà. Donc au départ, je pensais faire une petite histoire pour mes enfants et puis c'est devenu un livre, puis un deuxième et puis là j'écris le 3e. C'est l'histoire d'un petit garçon et de son meilleur ami qui vivent où bon peut sembler au lecteur, parce que je n'ai pas précisé de ville justement exprès pour qu'on puisse dire est-ce que c'est la ville d'à côté, est-ce que c'est plus loin, est-ce que voilà, donc ils sont ici sur Terre et ils font leur vie comme tous les enfants qui ont 10 ans et le jour de son anniversaire, donc le jour de ses 11 ans, il apprend qu'il fait partie d'un autre monde, le monde de l'invisible, et en fait qui est un monde magique et qu'ils ont été exilés sur Terre par la faute d'un usurpateur qui a pris la place des souverains. Le 1er tome, j'ai mis à peu près 2 ans à l'écrire parce que en fait, j'avais commencé à écrire sur un petit calepin
Et le fait d'écrire et puis de le retranscrire après sur PC, ça m'a pris pas mal de temps. Et pour le deuxième, j'ai fait pareil puisque j'avais pas le... Dès que je me mettais sur le PC, ça me faisait page blanche, j'arrivais pas à avancer. Et dès que je prenais mon calepin, ça repartait, quoi. Il y a des adultes qui l'ont lu également et qui, quand ils ont lu le premier, attendaient le 2. Maintenant, ceux qui ont lu le 2 attendent le 3. Donc, je dirais qu'il n'y a vraiment pas d'âge. La France, fan de pizza, nous sommes le 2e pays qui en consomme le plus au monde derrière les États-Unis, mais devant l'Italie. Normal que des pizzaioli français brillent dans les concours internationaux. Bonsoir Sébastien Sidol. Bonsoir. Vous êtes le gérant de la pizzeria L'Authentique à Garancières dans les Yvelines. Vous êtes classé 6e au championnat du monde de pizza. C'était en juin dernier à Naples, le berceau de la pizza. Se classer 6e dans un championnat du monde, c'est une fierté pour vous ? Oui, c'est une grande fierté, surtout que je ne m'y attendais pas forcément. Donc oui, je suis assez content. C'est un championnat qui rassemblait 600 participants en tout. Vous, dans votre catégorie, il y avait 300 participants, c'est ça ? Exactement, oui, on était 600 participants de 40 pays. Et dans ma spécialité, la classique, on était 300 participants. Vous le dites, une fierté, d'autant plus que la pizza, pour vous, c'est quelque chose de tout récent. Vous y êtes mis cet hiver à la pizza. Oui, c'est ça, depuis novembre. Bon, j'étais quand même dans le milieu de la restauration. Donc j'ai commencé par de la cuisine, pâtisserie. Et puis oui, effectivement, je suis tombé dans la pizza par passion. Et j'ai dit pourquoi pas. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans la pizza ? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que c'est une passion pour vous de faire des pizzas ? La pâte, toujours le côté restauration en fait, oui. Le côté de faire plaisir aux gens. Puis voilà. En plus, alors il faut le préciser pour les téléspectateurs, vous avez réussi le tour de force à Naples de faire aimer aux Italiens, aux Napolitains, une pizza au poisson, ce qui n'est pas chose aisée, parce que je parle en connaissance de cause, étant d'origine italienne. La pizza au poisson, c'est pas quelque chose de courant en Italie. On en consomme en France, aux anchois notamment, mais en Italie, c'est pas forcément quelque chose de courant. Exactement, oui, c'est un peu compliqué de leur faire manger une pizza au poisson. J'ai essayé. Et ça leur a plu, donc une bonne pizza au rouget, ils ont aimé. Et racontez-nous comment s'est déroulé le concours. Il a fallu que vous alliez chercher les produits directement. Comment ça s'est déroulé cette compétition ? Ouais, c'est ça. Du coup, on est arrivé le samedi et dimanche sur le lieu de la compétition. D'accord. On s'est imprégné un peu de la compétition et du coup, on est allé chercher nos ingrédients directement à Naples. Pour ma part, j'ai pris le poisson directement sur le port de Naples. Donc il restait 4 rougets, donc j'étais assez content. Mm-hmm. Donc après, on avait un petit appartement où on a pu justement préparer nos garnitures. Oui. Donc et la préparation se faisait sur place directement, la pizza se cuisait directement sur le lieu du concours. Oui, par contre, on avait nos petites préparations et du coup, on avait un four à bois à disposition. Et voilà, donc on a préparé notre pizza devant un jury, 4 jurys, et puis un juge de four, il nous regardait. Et qu'est-ce qu'a pu vous dire le jury ? Qu'est-ce qui a fait aimer votre pizza au jury, une pizza au poisson, on le rappelle ? Ça, c'est une bonne question parce que j'étais assez stressé. Je parle pas beaucoup italien. Ouais. Du coup, moi, je suis reparti directement du côté de mon four pour tout nettoyer. J'ai pas vu la réaction du jury. C'est pour ça que c'était vraiment une surprise de voir mon nom marqué à côté de 6e. Donc j'étais assez content. Une 6e place après quelques mois d'expérience seulement dans la pizza. On vous félicite pour ça. Qu'est-ce qui fait une bonne pizza d'après vous, Sébastien Sidol ? C'est quoi les bons ingrédients ? Une bonne pizza ? Je pense que c'est 50-50. 50% de la pâte, il faut qu'elle soit relativement légère, moelleuse, craquante. Et puis il y a 50% aussi de la garniture, une bonne garniture avec des bons produits frais, une bonne sauce tomate, faite maison, je le redis, mais des bons produits frais. D'ailleurs, on a pu goûter en rédaction 2 de vos pizzas, les recettes que l'on peut retrouver dans votre restaurant. Il n'y a pas de pizza au rouget, parce que c'est quand même une pizza, on imagine, qui pourrait coûter assez cher. Qu'est-ce qu'on retrouve à la carte de votre pizzeria ? Beaucoup de choses. Une pizza, par exemple, une pizza de Parme avec du jambon de Parme, de la roquette. Qu'est-ce que j'ai la fameuse margarita. Oui. Donc sauce tomate, mozzarella, basilic. D'accord.
Et beaucoup de choses. J'ai des végétariennes, avec des bons produits, de bons légumes. Vous accordez une importance aux produits que vous choisissez pour les pizzas ? Oui, je pense que c'est assez primordial, surtout de nos jours où il y a beaucoup de concurrence. Donc il faut vraiment avoir des bons choix de produits. C'est obligatoire, selon moi. Une dernière question, on est en période de Coupe du Monde, la finale se joue dimanche, France-Croatie. Est-ce que c'est une période où les commandes affluent un peu plus qu'à l'accoutumée ? Oui. Moi, je sais que mon nombre de commandes a considérablement augmenté. Et j'en suis content aussi. Après, je ne sais pas si c'est l'effet Coupe du Monde, de foot ou championnat de pizza. Donc l'avenir nous le dira. Voilà. Et en tout cas, on peut retrouver les informations, on peut vous contacter peut-être pour réserver une table à la pizzeria L'Authentique. Au numéro de téléphone, il va peut-être s'afficher en bas de l'écran. Ça y est, ça s'affiche. La pizzeria L'Authentique, je rappelle, qui est donc située à Garancières. Merci Sébastien Sidol d'avoir été avec nous. Je vous remercie et merci de m'avoir invité. Et bravo encore pour votre 6e place obtenue au championnat du monde des pizzas. C'était à Naples en juin dernier. Avant de refermer ce journal, 20 ans, cela fait aujourd'hui 20 ans jour pour jour que la France a remporté la Coupe du Monde de football. C'était le 12 juillet 1998, vous vous en souvenez sûrement. Dans 3 jours, les Bleus peuvent de nouveau gagner le mondial. Ils rencontrent dimanche à 17h en finale la Croatie. Une rencontre que vous pourrez suivre sur écran géant dans le coin. À événement exceptionnel, lieu prestigieux, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines vous accueille dès 16h pour encourager les hommes de Didier Deschamps. Manille-les-Hameaux ouvre pour l'occasion son café culturel de l'Estaminet. Vous pourrez encore suivre les dribbles de Kylian Mbappé au stade Giroud de Plaisir et à l'Abri Blues de Bois d'Arcy. Enfin, la commune de Fontenay-le-Fleury, elle, proposera une retransmission en plein air dans le parc de la Démènerie. Voilà, le dernier 7-8 journal de la saison touche à sa fin. Merci de votre fidélité. J'ai été très heureux de présenter ces 165 éditions en votre compagnie. Un grand merci aux personnes en coulisses qui rendent possible ce journal. L'équipe des monteurs, d'infographistes et du webmaster, la rédaction bien sûr, et une pensée plus particulière pour Camille Lambert et Nicolas Kirillovitz qui s'envolent vers de nouvelles aventures. Merci à vous deux et bonne continuation. Et le 7-8 journal revient dès le lundi 3 septembre à l'antenne. Bel été sur TV78.